Bonjour, vous êtes sur la deuxième partie de ce débat, je vous invite donc à écouter la première partie si ça n'est pas encore fait. Bonne écoute. Je pense que le premier dont il est nécessaire que nous parlions au moins un petit peu et que nous échangions dessus, c'est 1917, puisque ce film fait quand même l'exploit d'être dans l'entièreté de nos tops, à toutes et tous, alors à des niveaux différents, mais n'empêche qu'il est présent dans tous les tops, et je pense que ça c'est un symbole, alors peut-être que nous aimons les mêmes films, effectivement, mais en tout cas de la qualité de ce film-là. En ce qui me concerne, comme vous tous, vous l'avez, et toutes et tous, vous l'avez un peu évoqué, on est soufflé, bien sûr, par tant de maîtrise de sa caméra, par l'exploit que représente ce faux plan séquence d'1h30, de 2h, je me rappelle plus de la durée du film, qui est évidemment très impressionnant, mais je sais pas comment expliquer, et on peut le mettre en parallèle avec un autre film qui est sorti cette année, donc par rapport à Tenet, il y a pas ce côté, je trouve, prétentieux chez 1917 qui est présent pour moi chez Tenet. 1917, je le vois pas seulement comme une démonstration de force, comme une démonstration de toutes les qualités de Sam Mendes, mais j'ai l'impression que dans ce cas précis, le fait d'avoir tourné dans ce plan séquence, ou en tout cas dans ce faux plan séquence, de donner une seule unité de temps à ce film-là, renforce d'autant plus l'idée qu'on peut se faire de la guerre et de la Première Guerre mondiale, qui malgré tout reste en fait une guerre assez méconnue en fait du grand public, parce que finalement, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, cette partie de l'histoire a été largement évincée, je dirais, déjà des productions peut-être cinématographiques, mais aussi du jeu vidéo, de tout un imaginaire qui a pu se créer autour. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale est clairement aujourd'hui pop culture. Je veux dire, on défonce des nazis zombies sur Call of, on a des univers parallèles où les nazis ont dominé la Terre dans des jeux comme Wolfenstein, des choses comme ça. La Première Guerre mondiale, elle, est assez confidentielle de certaine façon, encore, je trouve, dans l'univers culturel. Et ça a donné pour moi d'autant plus de force à 1917, puisqu'il nous a plongé au cœur de cette guerre sans jamais nous permettre d'en sortir pendant toute la durée du film. En fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce film, il a comblé visuellement ce que je pouvais imaginer de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette plongée dans des décors, et j'avais l'impression, tu sais, d'être la petite souris où souvent quand tu regardes un film sur la Première Guerre mondiale, tu te dis « Ah, j'aimerais bien savoir concrètement leur quotidien », et ce film, il arrive vraiment à l'exploit de faire ça, tout en étant juste avec deux personnages, c'est-à-dire que finalement, le quotidien des soldats, on le voit pas tant que ça, mais par les décors, il arrive à rendre vivant, en fait, cette période qu'il nous montre, et à combler des trous visuels qu'on pourra avoir. Je pense notamment à un moment où ils vont dans des dortoirs. Tu comprends que c'est des dortoirs du camp adverse qui ont été abandonnés, et tous ces petits détails en fait dans les décors. Et ça m'a plu. D'accord. Non, mais c'est évidemment que c'est le cœur du film. On dirait presque en fait une séance de réalité virtuelle où on nous projette dans des décors pour nous faire visiter des lieux dans lesquels on pourrait pas aller, et c'est vraiment ça, et je veux dire, c'est vrai que là tu m'as rappelé une scène au moment où tu parlais, c'était une des scènes qui arrive assez tôt dans le film, si je me souviens bien, parce que maintenant ça date d'il y a presque un an. C'est celle où il s'enfonce dans une tranchée souterraine, dans des galeries, et qui commence à s'effondrer. Enfin, ce niveau d'anxiété qu'on peut ressentir avec la terre et le sable qui s'accumulent et qui commence à grimper. Il y a, je pense vraiment que la technique cinématographique qui a été mise à l'œuvre dans ce film nous a permis de ressentir des choses que j'avais pas ressenti effectivement depuis un moment en salle de cinéma. Oui, c'est vrai que le film nous permet de poser des images sur des choses qu'on n'a peut-être pas tous en tête. Il y a un petit côté un peu cinéma vérité avec cette caméra qui suit sans couper les personnages en les faisant passer un peu
dans tout un tas de lieux, dans tout un tas de situations. Et puis c'est vrai que le film a vraiment une manière de prendre aux tripes aussi quand même qui est assez forte. Il arrive à nous faire passer pas mal d'émotions, à nous faire ressentir un peu ce que peuvent ressentir les personnages, à vraiment nous présenter les choses tout en réussissant cet exploit de pas couper, de pas faire de plan vraiment d'ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Même là, je pense à la fin, là, où il y a ce plan, où il y a une charge de tout un régiment, enfin et où, justement, là où un film normal aurait pris du recul, aurait fait un plan de vue de haut, ou voilà, qui nous aurait montré, qui nous aurait représenté la chose par un plan d'ensemble, là il reste finalement au niveau du sol, et ça aussi, le fait que la caméra reste toujours près des personnages, au niveau du sol, qu'elle décolle jamais vraiment, ça permet aussi d'ancrer les choses et dans la réalité, de présenter la chose du point de vue vraiment de ces petits personnages, de ces petits humains qui sont un peu plongés dans quelque chose qui les dépasse complètement, quoi. Surtout que à ce moment-là, si tu fais bien référence à la scène auquel je pense, c'est bien celle où il court effectivement juste au-dessus de la tranchée après que le sifflement ait retenti. Et c'est vrai qu'elle est à la fois ultra anxiogène, en même temps presque, j'allais dire, pas libératrice, mais c'est vrai qu'on a été souvent piégé dans des décors obscurs, sous terre, sous les bombardements de nuit, etc. Et là d'un coup, on a ce terrain, ce vaste terrain, et ce personnage principal qui décide de courir, et en même temps l'assaut qui est donné, les personnes qui lui passent devant lui, d'ailleurs il s'en mange un dans la gueule, c'est évident que c'était aléatoire ça. C'est-à-dire c'est évident que pour moi, c'était bon, toi tu cours tout droit et les autres vous montez et on verra lequel se prend sur la gueule, mais ce contact digne des plus beaux plaquages de rugby à la Chabal était vraiment spectaculaire. Et je peux complètement imaginer durant cette scène Clémence en train de gueuler « Mais allez, mais dépêche-toi là, t'as pas le temps là !» Je peux vraiment parfaitement imaginer Clémence à ce moment-là et ça me fait chaud au cœur. Je tiens à rajouter du coup aussi que ce film... tu peux aussi en témoigner, Corentin, nous a beaucoup plu, alors que l'expérience cinématographique qu'on a eue n'était pas top. On avait l'écran qui buguait, on avait un écho plus dans les enceintes, et pourtant ça nous a quand même pas empêché d'adorer le film. Tout à fait. Du coup, premier film de l'année, ou un des premiers qu'on voit, et gratuit, puisque comme l'expérience était pas ouf, le cinéma nous a remboursé. Mais bon, on l'a vu quand même. Je pense que c'est un film qui va populariser énormément le plan séquence. Alors peut-être que pour des amateurs, amatrices de cinéma, c'est quelque chose qui est assez courant, ou du moins on sait ce qu'on voit. Et j'ai l'impression que si le film a aussi bien marché, c'est aussi parce qu'il y avait aussi cette interrogation que tout un tas de personnes qui vont au cinéma mais qui connaissent pas nécessairement les techniques ou comment un film se fabrique. Je pense que c'est un film qui suscite la curiosité, se dire comment c'est possible que tout ça fonctionne. Je me souviens, moi, quand je suis allé le voir, on entendait un petit peu les gens chuchoter, mais qui disaient « Mais attendez, ça fait combien de temps que la caméra elle a pas coupé, là c'est normal, il n'y a pas un problème, c'est mes yeux qui ont un problème. » Je pense que voilà, c'est un film qui va... Alors il y en a eu plein d'autres, hein. Je pense à Inarritu qui a aussi bien bossé là-dessus sur ses derniers films, mais un peu trop, je pense que grâce à ce film, on va avoir un public de plus en plus averti et qui va essayer de s'interroger sur comment tout ça fonctionne. Tu voulais dire, Antonin, t'avais commencé à parler, je crois. Non, rien, je faisais une pique sur Inarritu. Vas-y, fais-moi ta pique sur Inarritu. Non, mais je disais oui, c'est vrai, il faudrait peut-être qu'il passe à autre chose. Mais tu sais que Spielberg en fait dans chacun de ses films, hein, et je pense pas que tu le critiques. Hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, d'un côté, on a Christopher Nolan qui n'arrive pas à parler autre chose que du temps. De l'autre côté, on a Inarritu qui n'arrive pas à passer à autre chose qu'à faire des plans séquences. Le jour où ils vont se retrouver ensemble et bosser pour faire un film ensemble, ça va être la plus grande catastrophe que le monde du cinéma aura connue. Un film à la fois long, chiant, qui va nulle part et en plan séquence. Tu vois, l'enfer total. C'est un film qu'ils vont enterrer, ils vont le tourner 50 ans avant, ils vont l'enterrer pour qu'on le voit 50 ans plus tard. Ouais, mais ça existe. Il existe ce film.
Ah bon? Mais oui, mais non, mais sérieux, non, c'est pas une connerie, vous savez ça, qu'il y a un film qui a été tourné il y a maintenant, je dirais il y a 4-5 ans, et qui ne doit sortir que dans 100 ans. Ah bon? Et qui a été tourné à 4-5 ans. Oui, je vous jure, attendez, je me rappelle plus du nom, ben oui, c'est Robert Rodriguez qui l'a réalisé. Est-ce que le monde a envie de voir un film de Robert Rodriguez? Le grand pote de Tarantino qui a réalisé notamment, alors les Spy Kids quand on était petit, mais moi j'aime beaucoup Une nuit en enfer, Machete qui est rigolo, franchement on peut pas. Alita Battle Angel qui était quand même pas mal, on avait plutôt été élogieux envers le film. Et non, et je vous jure, le film s'appelle, ben je déconne pas, je suis allé vérifier, le film s'appelle 100 Years et il est censé sortir en 2115. Et il a été entièrement tourné et sur un scénario et le scénario est de John Malkovich. c'est n'importe quoi. En vrai, c'est un film what the fuck parce que si tu veux, c'est une opération marketing. C'est un truc qui est censé en fait vendre du Chivas. Vous savez enfin je crois que c'est ça. Hein, faut que je vérifie. Non, pas du Chivas, qu'est-ce que je vous raconte. C'est du cognac Rémy Martin. Et en gros un gros cognac de luxe, etc. Et comme le cognac, ils vendent des cognacs qui ont macéré 100 ans en fût, ils ont fait un film pour l'occasion qui lui aussi doit se consommer 100 ans plus tard. Voilà, en gros c'est une opération marketing, mais le film a eu un vrai budget, a réellement été tourné avec un vrai scénario. Comment on en est arrivé là? Pourquoi tout nous ramène finalement à Robert Rodriguez? C'est une vraie question. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a fait le tour sur 1917? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce sujet ou on passe au film suivant? Je prends ça donc pour une réponse. Le second film qui va être, je pense, nécessaire de un peu plus aborder, de creuser un petit peu plus, c'est le second qui apparaît dans l'entièreté de notre classement, c'est Tenet, mais pas pour les mêmes raisons. Peut-être qu'il y a deux débats là. Il y a peut-être le débat, effectivement, le premier, celui de qu'est-ce que doit finalement nous raconter un film, parce que ce qui a été dit, c'est on est passé par des gens qui ont décidé de retirer leur cerveau afin d'apprécier le film, et qui finalement l'apprécient pas trop mal. On a aussi d'autres personnes qui carrément ont été en colère contre le film, et on a carrément des personnes comme Antonin qui le mettent dans un flop et ne l'ont même pas vu. Donc vous voyez, il y a quand même, on a plusieurs styles de spectateurs. On va pas. Je me suis gardé d'émettre quand même un jugement. Hein. J'ai juste dit que je me suis retrouvé en position d'aller le voir et j'ai préféré aller voir autre chose parce que j'avais eu des échos négatifs d'absolument partout. Du coup, quand t'es pas allé le voir, t'as fait quoi? T'es rentré chez toi puis t'as regardé en boucle les bandes annonces de Dune? Non, je crois que je suis allé voir Peninsula. Il me semble que c'est celui-là que je suis allé voir à la place et c'était quand même mieux. Sans savoir, je sais que c'était mieux. Voilà. C'est franchement, c'est comme tu rencontres Christopher Nolan dans la rue et je vous connais pas, mais vous êtes un connard. C'est un peu la même chose. Ouais, du coup, donc Tenet, effectivement, Quentin, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure avant de te laisser la parole, vu que toi, tu es peut-être celui qui l'a peut-être un peu plus apprécié. Finalement, tu disais d'une certaine façon que c'était assez dur de l'avoir mis dans les flops et que une fois qu'on arrive à accepter très bien, de toute façon, il y a des paradoxes temporels, de toute façon, il y a le paradoxe du grand-père, il y a le paradoxe de la grande-tante, il y a le paradoxe de l'archi-petite-nièce, on s'en fout. Très bien, je m'en fous, je mets ça de côté, ce qui m'intéresse, ça va être le dynamisme, ça va être l'action, ça va être la réalisation, etc. C'est un parti pris qui est tout à fait défendable, hein. Je peux comprendre ça. Mais la raison pour laquelle je le mets dans un flop, c'est parce que c'est un flop au regard de ce qu'est censé être Tenet. Évidemment que Tenet et Mulan ne se valent absolument pas, et pourtant les deux sont dans mes flops, ça ne se vaut absolument pas. Mais autant Mulan est une sombre merde collée au fond d'un chiotte d'autoroute, mais par contre, voilà, Tenet, le problème c'est qu'encore une fois, on nous l'avait survendu comme à nouveau quelque chose de complètement révolutionnaire. Les bandes annonces étaient volontairement, presque, oui, très discrètes et très, n'en disaient pas beaucoup, effectivement, en tout cas au moins les teasers que j'ai vus au début, n'en disaient pas beaucoup, ça avait l'air d'être un univers très mystérieux, et moi, quand on me raconte qu'un film, en fait, commence à parler de physique quantique, et commence à parler d'un monde qui est à l'envers, de réalité alternative, mais moi je suis hypé de ouf, et c'est le cinéma, je veux dire, le cinéma, on est là pour te faire avaler n'importe quoi, c'est de l'illusion, et même si tu te fondes sur de la science comme de la physique quantique, et Dieu sait que j'ai essayé d'ailleurs de comprendre la physique quantique et que j'ai écouté des conférences, enfin en tout cas des traductions de Feynman ou des trucs comme ça,
je veux dire, moi j'attends qu'encore une fois, on m'illusionne. Et le truc, c'est que Tenet n'arrive pas à faire ça. Si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'un film, on n'avait pas besoin de Tenet finalement pour développer un concept de science-fiction audacieux. Enfin, on n'avait pas besoin de physique quantique pour faire ça. Mais Christopher Nolan a tellement voulu rester respectueux des connaissances que lui a, en tout cas, de la physique quantique, qu'il en fait un film qui n'est pas compréhensible. Parce que, comme un des pères de la physique quantique le dit lui-même, Richard Feynman, personne ne comprend la physique quantique. Et quand Richard Feynman dit ça, c'est pas une blague, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Personne ne comprend véritablement la physique quantique. Donc à ce compte-là, Tenet est génial, parce qu'effectivement, on le comprend pas non plus, donc il est fidèle à son matériau d'origine, donc alléluia. Mais le fait est que on en sort soit un peu déçu parce qu'on n'a pas eu la claque qu'on voulait, soit on en sort énervé comme Clémence, bon après ça c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai pas envie de poser mon cerveau devant un film de Nolan, parce que je sais qu'il est capable de beaucoup mieux. Bon, je veux bien qu'on nous présente un concept un peu qui est sur le temps, tout ça, mais il y a quand même un moment donné où le personnage principal, je vais revenir dessus, mais je crois qu'il a même pas de nom, il s'appelle le protagoniste. Quand il explique au personnage joué par Robert Pattinson le principe là, le principe, et il lui dit oui, c'est compliqué, mais voilà, c'est normal. Et Robert Pattinson lui dit non mais t'inquiète pas, je comprends, de toute façon j'ai un master en physique. Et là, vraiment, j'ai l'impression que Nolan nous faisait des gros doigts en nous disant bon les gars, mon film, vous allez pouvoir le comprendre, mais seulement si vous avez un master en physique. Et ça m'a profondément agacée parce que j'ai eu l'impression qu'il prenait pour une débile, en fait. Incapable de comprendre son film. Bon, après, peut-être que je le voyais pas forcément quand tu disais, Corentin, que la physique quantique, personne ne la comprend. Mais il m'a profondément frustrée là-dessus. Et en fait, c'est aussi que les personnages, je n'en avais strictement rien à faire. C'est-à-dire qu'on nous met quand même un héros, entre guillemets, principal qui n'a pas de nom et qui n'a pas de profondeur, en fait. Et tous les autres personnages, c'est la même chose. On nous le présente vaguement comme un espèce de super agent qui est au service de l'État. Et il y a quand même un passage où il préfère sauver la fille plutôt que remplir sa mission. Donc en fait, même les enjeux qu'on nous présente sur les personnages, ils ne les respectent pas. Et voilà, ce film, bien qu'il soit très beau visuellement, je pense notamment à la dernière scène avec les soldats, même s'il est beau, je comprenais rien cette scène. En fait, je comprenais rien parce que je savais pas ce que faisaient ces soldats ici, je savais pas pourquoi ils étaient ici, pourquoi est-ce qu'on faisait cette opération. Et du coup, j'en avais strictement rien à faire de la tournure que pouvait prendre la scène finale. Voilà. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au final, tout à l'heure, je disais, je parlais de Richard Feynman, donc un des pères de la physique quantique, qui disait effectivement personne ne la comprend. Mais la différence, c'est que par contre, Richard Feynman, quand on assistait à ses conférences, il disait bien installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, prenez-vous à boire, parce que de toute façon, vous allez rien comprendre, donc autant être à l'aise et être dans de bonnes dispositions. Sauf que justement, Tenet ne nous met pas dans de bonnes dispositions et ne nous demande pas d'être à l'aise, puisqu'il nous dit, comme tu dis, finalement, ouais, mais moi j'ai un master en physique quantique, ouais, moi j'ai un doctorat, machin, t'inquiète, je comprends. C'est soit t'es assez intelligent pour comprendre le film, soit tu me fais confiance pour te dire que ce que je te dis est juste. Voilà. Je sais pas, Quentin, ce que tu voulais dire. Non, je voulais juste dire que j'ai dû m'absenter quelques minutes et que je viens de revenir. D'accord, parce qu'en fait, on a fait un monologue spécialement pour toi, je t'ai invectivé, on a été dans l'insulte, on a été vraiment dans un débat acharné et tu n'avais pas de réponse, donc on a pris ça pour une défection et en fait, on apprend que ce n'était pas le cas. Oui, donc il y a eu de la provocation, il y a eu des mots durs, il y a eu des mots très durs. Je cautionne pas tout d'ailleurs, mais honnêtement, j'attends ta réponse, Quentin, et je suis curieux de voir comment tu peux répondre à de telles accusations. C'est pas pour balancer, mais il me semble bien que Clémence a insulté à une ou deux reprises Miyazaki. Après, voilà, c'est... Elle a quand même dit sombre personnage qui réalise des dessins animés pour enfants avec 2 mots de vocabulaire. Bon, je pense qu'on ne la réinvitera plus, mais je connais son amour pour Miyazaki, donc... Je voulais juste rajouter un autre truc sur Tenet, c'est que, en plus, il me semble que les scènes d'explication, il les complique dans la mise en scène. J'ai un souvenir d'un passage où il parle dans la rue, les deux personnages principaux là, et il y a du mouvement de partout et la caméra elle fait que tourner et du coup t'es concentré sur le mouvement qu'il y a, sur la mise en scène et t'es pas concentré sur ce qu'ils sont en train d'expliquer.
Je crois qu'ils sont en train d'expliquer l'opération qu'ils vont faire pour aller voler, je sais plus trop quoi. Enfin bref, faut dire à quel point marqué. Et du coup, vraiment, ils compliquent tout, quoi. Enfin bon, on va peut-être pas passer effectivement la soirée sur Tenet. Je pense il nous a un peu tous déçus, notamment en fait, encore une fois, mise, comment dire, quand on parle surtout de l'attente qu'il y avait autour de ce film-là et de l'attente qu'il y a de façon générale autour de Nolan, de toute façon, le pauvre, à chaque fois, il est condamné soit à faire des chefs-d'œuvre, soit à se ramasser parce qu'on lui demande tellement, on lui demande tellement de choses aussi à ce pauvre Nolan, et je reconnais que je tombe un peu aussi là-dedans. Hein. C'est même la raison pour laquelle il est dans mon flop. Bon, ça, c'était pour moi les deux films principaux dont il fallait que l'on parle avec mince. De quoi 1917, excusez-moi, parce que c'est ceux qui sont apparus le plus dans nos tops et nos flops. Après, sur le reste, je sais pas s'il est nécessaire d'en dire plus. Clémence, tout à l'heure, tu as parlé de The Gentleman. La critique que tu en fais, moi, je la rejoins. C'est-à-dire que ce que tu dis finalement, sur la masculinité, ou en tout cas l'idée qu'on se fait de ce qu'est la masculinité, c'est complètement vrai. Encore une fois, je suis d'accord. Alors moi, je vois ça avec un peu un second degré. Peut-être pas qui est peut-être pas une volonté du réalisateur, hein, mais moi quand je le regarde, je les trouve un peu tout stupides, ces mecs-là, effectivement, de se comporter de la sorte et tout ça, je partage. Hein. Mais je peux pas m'empêcher que ce film est tellement réglé comme du papier à musique, il y a tout qui s'enchaîne, c'est vraiment tellement de dynamisme, c'est tellement, oui, tellement des fois stupidement bourrin et à la limite, ouais, j'allais dire du machisme, oui, d'une certaine façon, que ça en fait malgré tout un produit qui est jouissif. Et le problème, et ça c'est un problème que je me pose régulièrement avec le cinéma aujourd'hui, c'est est-ce que je ne dois voir que des films avec lesquels je suis d'accord, et y compris sur le fond, y compris sur ce que ça dit de la société ou ce que ça montre comme personnage. Après, devant ce film, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois. Effectivement, les acteurs sont géniaux. Hugh Grant, je l'ai trouvé magistral dans son rôle où il est méconnaissable. J'ai mis un moment avant de me dire ah tiens c'est Hugh Grant lui voilà, mais c'est simplement que ces petits passages, tu vois, il semble qu'il y a un passage où il y a un acteur, alors je sais plus lequel, mais en gros un mec blanc qui explique à un mec noir pourquoi est-ce que il peut l'appeler, pourquoi est-ce qu'il peut le désigner comme une personne noire. Enfin, tu vois, un mec blanc qui explique le racisme à un mec noir, quoi. Et moi ce genre de scène, ça me sort du film. C'est pour ça que je me tourne de plus en plus vers des films avec lesquels je suis en accord, parce que des passages comme ça me sort du film. Et ça me pose question vraiment sur qu'est-ce qu'on montre au cinéma, qu'est-ce qu'il a encore permis de montrer, de filmer comme dialogue. Ce que je peux comprendre, mais je suis pas forcément d'accord avec, par exemple, tu disais que c'était plein de testostérone dans ce film, et je l'ai pas vu comme ça. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même le personnage de la femme jouée par de la femme du personnage de McConaughey qui rehausse quand même le truc, parce que elle est pas, tu vois, elle joue pas juste sa femme. Elle est quand même aussi dans le gang, elle fait partie du gang, elle fait partie de tout ça, elle gère, elle est chef. Et je trouvais que ça remontait quand même un peu le truc, dans le sens où il y a quand même ce personnage féminin là. Après, au niveau des blagues, je n'ai pas forcément peut-être de ces blagues là, mais je trouvais que justement il jouait avec beaucoup d'ironie, qu'il y avait des passages qui seraient peut-être pas passés, mais que comme en fait il y a beaucoup d'ironie dans ce qui est dit, que ça montre vraiment que c'est pas ce qu'il pense en fait, en tout cas Guy Ritchie, et que je sais pas, enfin en tout cas c'est vraiment un film que j'ai adoré, et que j'ai vraiment passé un super bon moment devant, super dynamique, les acteurs, Hugh Grant en effet, qui enfin joue un rôle un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, hein, le British romantique, voilà, il joue quelque chose de vraiment différent, ce qui est vraiment cool à voir. Mais, et pareil pour McConaughey un peu, et je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment Enfin, j'ai pas trouvé que c'était macho, parce que justement, le fait que ce soit des... Après, c'est peut-être le cliché qui revient
vers moi, mais du coup, le fait que ça soit un peu le gentleman british, ça joue pas à la gros macho, à la gros. Tu vois, il y a quand même là cette chef de ce personnage de femme, chef du gang, tout autant que son mari, elle est pas en dessous de lui ou quoi. Je trouvais ça plutôt sympa à montrer. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ce personnage féminin. C'est le seul personnage féminin, ce qui est, à mon sens, un peu dommage. Et puis, elle a quand même très peu de scènes. Bien, elle a très peu de scènes. Et à la fin, il y a encore ce truc du personnage féminin qui se fait prendre en otage et que son mari vient sauver. Peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est elle qui se sauve toute seule, je sais plus. Là, il va falloir vous préciser Corentin Stel, parce que peut-être que mon souvenir est faux, mais il me semble que c'est son mari qui vient la sauver. Il me semble que c'est elle qui le tue. Genre qu'il l'enlève d'elle et qu'après c'est elle qui lui tire dessus, un truc comme ça. Mais c'est un truc... C'est vrai qu'il y a le côté demoiselle en détresse quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que le film ne passerait certainement pas le test de Bechdel ou ce genre de choses. C'est peut-être ça aussi que tu veux dire d'une certaine façon. Mais c'est sûr. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Et là, c'est un peu... comment dire? Ce film, il rejoindrait l'angle mort, on va dire, de mes convictions personnelles. Ce moment où, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne serais pas forcément d'accord si on m'avait décrit le film ou si j'avais lu le scénario, par exemple. Mais il y a ce moment quand on consomme une œuvre d'art, quand on consomme quelque chose comme ça, où l'émotion prend le pas sur ce qu'on intellectualise et on se laisse porter par le truc. Alors bien sûr que derrière je devrais me remettre en question sur pourquoi The Gentleman me plaît. Peut-être qu'inconsciemment, malgré ce que j'essaye de dénoncer, peut-être qu'inconsciemment, les figures masculines qui sont montrées, elles font appel chez moi encore à un imaginaire qui est toujours actif, qui est toujours présent, qui reste vivant malgré tout, malgré les connaissances que j'ai pu avoir aujourd'hui sur la pensée féministe et ce genre de choses. C'est certain, je pense que c'est pas pour rien qu'un film comme ça me plaît. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on parlait de cinéma et ça nous empêche pas du tout de parler d'autres choses, on est bien d'accord. Hein. Mais je disais, voilà, moi c'est à ce niveau-là qu'effectivement, je me suis permis de le mettre à ce niveau dans mon classement. Parce que c'est juste jouissif. C'est bêtement jouissif, comme va être jouissif un Tarantino ou un truc comme ça, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, là, je suis en train de me dire que 1917, c'est quand même pareil, un personnage avec quasiment que des personnages masculins. Le seul moment où il y a un personnage féminin, c'est une mère. Et pourtant, il n'y a pas ce truc de la virilité comme ça qui a avancé dans le film. Tu vois, ça m'a pas marqué pareil. Alors que il y a une comparaison quand même entre les deux films en termes de répartition de genre dans les personnages. Après oui, mais 1917 c'est particulier, c'est le contexte de la guerre et du coup les femmes au front en 1917, enfin voilà, tu vois, c'est plus... je pense que le contexte du film joue aussi voilà, dans ce sens-là. Mais... Oui, mais j'ai envie de te dire, The Gentleman c'est pareil, parce que je pense que dans les gangs et dans la mafia, c'est plutôt un milieu d'hommes, hein, c'est pas un milieu de femmes. Donc ça représente aussi une certaine réalité. C'est marrant parce que on reboucle un peu, mais je parlais de Marie Curie tout à l'heure, et le biopic montre aussi justement Marie Curie qui va au front pendant la guerre pour essayer de développer. Alors il me semble que si je me rappelle bien, c'est des espèces de systèmes de radiographie dans des camions pour pouvoir faire des radios aux soldats directement sur le front. Et pour le coup, du coup, là, le rôle des femmes est aussi montré justement dans un film comme ça. Le rôle des femmes pendant la guerre est souvent tu, mais c'est 1917 en effet se concentre sur un soldat, et donc les soldats ne rencontraient pas beaucoup de femmes à part les infirmières ou les trucs comme ça. Mais je peux comprendre ce que veut dire Clémence dans le sens où le personnage ne montre aucune virilité, on le voit pleurer, on le voit avoir peur, on le voit, mais encore une fois il a l'air jeune aussi, on pourrait se dire que c'est un jeune de 18 ans qui part à la guerre, et je pense qu'à ce moment-là tu peux pas montrer que des hommes durs, que des hommes voilà, qui des machos, des trucs comme ça, tandis que dans les gangsters c'est un peu ce rôle-là qui tient, peut-être pas le macho, mais le fait de pas montrer sa peur, parce que sinon du coup on se fait tuer ou des trucs comme ça. Je sais pas, hein, je le vois plutôt comme ça. Mais... Oui, on pourrait dire que dans 1917 ils sont des personnages qui subissent la situation de la guerre, alors que dans l'autre, des personnages qui font le choix d'être dans la mafia.
dans un milieu de violence. Et oui, mais si tu lis Spinoza, est-ce qu'ils ont vraiment fait le choix? Non, allez, j'arrête. Non, je vais pas. On va pas commencer là-dessus. Alors, on m'a beaucoup avec le point prolétariat, mais le point Spinoza, là, on en parle? Non, mais parce que... C'est On vrai l'atteint toujours très vite. C'est vrai que les mêmes noms reviennent à chaque fois. En fait, on a une culture tellement maigre qu'on a on a un name dropping qui est extrêmement limité et qui nous fait quand même passer pour des intellectuels. C'est assez formidable. Mais écoute, à part si Quentin t'avais un mot à dire à nouveau sur 1917, je vous proposais de passer peut-être à la suite. Non, on peut passer à la suite, ouais. D'accord. Mais donc sur le programme, vous aviez vu qu'il y avait J'y viens enfin au fameux film vu en 2020, mais qui n'était donc pas sorti en 2020. Donc le concept est très simple, c'est vous laisser vous exprimer à propos de films qui auraient pu vous marquer durant cette année. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une découverte fortuite, un coup de cœur, un vrai nanar, ça peut être un grand classique avec des guillemets, Quentin, je sais qu'on les voit pas, mais enfin voilà, un grand classique que vous auriez rattrapé et vous êtes forgé un avis personnel dessus, vous auriez confirmé l'avis général ou infirmé. Et pour vous donner un petit exemple de ce que ça pourrait donner, de s'exprimer là-dessus, je me permets, si ça ne vous dérange pas, de commencer, parce que je voudrais aborder quelque chose. On a tous et toutes, je pense, des noms de films ou de réalisateurs qu'on traîne derrière nous presque comme une valise depuis un moment, parce que on se dit ah oui, ah là, faudrait que je regarde sa filmographie, faudrait que je regarde ce film, faudrait que je fasse ça. Alors ça peut être 2001 l'Odyssée de l'espace pour certains, ça peut être Blade Runner pour les autres, wink wink, ça peut être plein de choses, mais on a tous, je pense, ce petit fardeau qu'on se traîne dans ce monde de discussions cinéphiles, de discussions cinéphiles des fois extrêmement pédantes où on se doit de voir tel et tel film, etc. Et là on en revient un peu à notre débat sur les émotions au cinéma. Et j'en viens à ce que je voulais dire, c'est que moi, quelqu'un que je me traîne depuis longtemps comme un fardeau, c'est Terrence Malick. C'est pas Miyazaki ? Non, bah Miyazaki, j'ai quand même vu un certain nombre de films. Mais et puis surtout, non, sois-en assuré, je vais pas avoir le même avis sur Miyazaki que Terrence Malick. Alors laissez-moi me craquer les doigts et le dos et on est parti. Donc il y a de ça quelques temps, je me suis dit quand même, il faudrait que je m'y mette. Alors il faudrait que je m'y mette est problématique en soi parce qu'on ne devrait pas se mettre à faire quelque chose, mais disons que les conditions étaient réunies pour que je me sente prêt à regarder du Terrence Malick. C'est moi qui ai choisi le film, malheureusement. Ah oui, non mais attends, parce que effectivement, ce soir-là, c'est toi qui as choisi de regarder ce film-là, mais ça faisait partie des films que je venais de m'acheter en occasion, en DVD. Et j'ai même pas choisi d'ailleurs le film le plus connu de sa filmographie, parce que beaucoup de gens le connaissent pour Les Moissons du Ciel, La Ligne Rouge, The Tree of Life... récemment, je sais plus trop ce qu'il a fait, Une vie cachée, c'est ça, en 2019. Mais j'ai choisi de m'acheter Le Nouveau Monde, sorti en 2005, parce que j'aime énormément les films qui parlent d'exploration. J'avais vraiment adoré 1492 de Ridley Scott. Et je le redis, écoute bien Antonin, j'avais vraiment adoré 1492 de Ridley Scott avec une musique de Vangelis. Non mais j'aime bien parce qu'après tu me vannes sur Blade Runner. C'est quand même incroyable. Excuse-moi, mais oui. Non mais Vangelis c'est excellent par contre dans Blade Runner. Mais on parlera de Blade Runner plus tard, peu importe. Mais toujours est-il que Le Nouveau Monde, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée pour rentrer dans l'univers complexe de Terrence Malick, puisque le synopsis m'attirait énormément. Et comment résumer cette expérience de Le Nouveau Monde de Terrence Malick avec un acteur Moi je sais. Avec un acteur formidable qui est Christian Bale. Ce film est chiant. C'était chiant. Non mais c'est-à-dire que alors voilà, là on a le problème. Après évidemment que je résume pas la filmographie de Terrence Malick à un de ces films qui apparemment est un des films, j'allais dire mineurs, mais quand on lit ce qui est dit sur Le Nouveau Monde, ce film est classé comme étant dans le top 10 des meilleurs films de la décennie 2000-2010. Donc si vous voulez, je me dis, alors que je suis presque sûr que la majorité d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, mais apparemment c'est un des meilleurs de la décennie 2000-2010. Et si vous voulez, le fait que le film soit chiant, à la rigueur, y a des films comme ça, un peu plus intellectuels, qui ne vont pas me parler et qui du coup vont m'apparaître chiants, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont mauvais. Mais alors Le Nouveau Monde, non seulement c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est con! Mais c'est bête! Oh, que c'est pas intelligent!
Oh là là, que l'histoire de Pocahontas, elle est racontée avec le cul. Alors en plus, avec le côté extrêmement prétentieux de ne jamais nommer Pocahontas pour ce qu'elle est, parce que ce serait vulgaire en fait de dire qu'on fait un film sur Pocahontas. Non, il faut ne citer que John Smith, mais on ne parle pas de Pocahontas. Et en fait, on dirait, le film ressemble par certains aspects à The Revenant. Mais alors, enlevez toutes les scènes d'action, enlevez DiCaprio qui bouffe du poisson cru, parce que là, non, là, vous allez regarder votre montre tous les quarts d'heure, je peux vous le garantir. Le Nouveau Monde est un film excellent pour vérifier tous les systèmes d'horloge chez soi. C'est vraiment un moment très agréable pour ça. Vous allez regarder si votre montre fonctionne. Vous allez découvrir de nouveaux processus. Vous allez dire, tiens, mais c'est bizarre, je ne savais pas qu'elle faisait chronomètre. Voilà, moi j'ai découvert énormément de choses pendant ce film et je remercie Terrence Malick pour cette purge. Alors je suis très méchant parce qu'en réalité, Estelle a détesté encore plus que moi. Et moi, je reconnais au film le fait que visuellement, il est irréprochable. Voilà, ça, c'est vrai que visuellement, j'arrive à me poser dans le film, à le regarder sans trop galérer jusqu'au bout. Mais alors, je coupe le son et qui ferment leur gueule, ces connards. Voilà, c'est vraiment... C'était vraiment tellement long et je comprenais pas où il voulait en venir. J'étais, mais on connaît l'histoire de Pocahontas, même s'il dit jamais son nom, comme tu dis. Si, il est dans le générique de fin. On voit Pocahontas, mais on dit jamais son nom. Mais l'histoire a déjà été racontée, donc qu'est-ce qu'il veut nous raconter de plus ? Et comment il veut nous le raconter ? Mais là, je vois pas l'intérêt de nous le raconter comme ça. Oui, c'est très joli. Merci de nous montrer des champs de blé. C'est une belle image. À quoi ça sert ? C'était tellement long et chiant, franchement. En plus, ça dure et ça tire. Et les acteurs, c'est pas comme si c'était super bien joué non plus. On dirait qu'ils se font autant chier que nous. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est joué d'une façon extrêmement pompeuse. Et en plus, alors là, je veux pas accuser Terrence Malick de ce qu'il n'est pas, honnêtement, parce qu'en plus, je crois connaître un peu ses positions, je suis pas certain. Mais disons que le film semble quand même se terminer sur une espèce de note positive et tout, alors que concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Pocahontas, elle est arrachée à sa terre, elle est renvoyée, elle est sortie de son peuple, elle est déchue, elle est envoyée en Angleterre et elle finit sa vie là-bas et tout le monde est content, elle aussi. Donc tant mieux. Du coup, on dit qu'on fait comme ça. Voilà, on dit que la colonisation c'est bien et puis on en reste là. Voilà, c'est sympa. Le truc, c'est qu'elle meurt jeune aussi. Ouais, non, après voilà, là honnêtement, j'exagère. J'exagère parce que je me doute bien que c'est pas ce que le film veut dire, et d'autant qu'on a vraiment montré une image très négative des colons au début, mais si ce n'est de Colin Farrell, mais je vous assure que la romance de John Smith et de Pocahontas dans ce film est aussi, et je pèse mes mots, aussi débile que celle de Anakin Skywalker et Padmé dans le 2e épisode de Star Wars. C'est vraiment du même niveau. Et avec les champs de blé aussi. Hein. Enfin voilà, c'est pareil. Voilà pour mon expérience pour un des films que j'ai vu en 2020 et qui m'a marqué. Hein. Je voudrais vous en citer 3 rapidement. Je passerai pas autant de temps que sur celui-ci. Je voudrais parler, et très sérieusement cette fois-ci, de Blade Runner. de Blade Runner, parce que avec... Non, ça suffit, moi je m'en vais. Non, attendez monsieur. Laissez-moi parler, je vous demande de vous arrêter. Je me suis dit, depuis tout le temps, à force de plaisanter là-dessus, je me suis dit, je vais quand même le remater dans de bonnes conditions, seul, avec le bon son, etc. Et d'autant que, si on écoute bien ce que je dis depuis le début qu'on fait cette blague, à chaque fois je finis toujours par dire, non mais en vrai, je plaisante parce que j'ai rien contre Blade Runner. Et je confirme, j'ai revu le film, et j'ai rien contre Blade Runner, sincèrement. C'est un film qui a énormément de qualité, et qui... Alors, j'ai quand même une préférence peut-être plus pour la bande-son que pour l'histoire qui est racontée, ce qui est un peu particulier, mais la bande-son de Vangelis, je la trouve exceptionnelle. La mise en scène de Ridley Scott dans ce film-là, elle est vraiment au cordeau. Pareil, j'ai pas de commentaires à faire. Blade Runner, il y a trop de monde qui en a parlé, j'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. Mais voilà, cette histoire fonctionne extrêmement bien. Enfin, disons que le rapport réalisation et musique et interprétation fonctionne bien. Après, je trouve, encore une fois, malgré ce revisionnage, je trouve qu'on fait dire beaucoup de choses à ce film qui, j'ai le sentiment, ne les dit pas
ou peut-être que le livre les aborde. Vous en avez souvent parlé, toi et Quentin, sur le fait que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, je crois, abordent beaucoup plus de voilà, et beaucoup plus riches, etc. Et ça, je veux bien vous croire. Hein, je veux dire, c'est une histoire complexe qu'on nous raconte. Et oui, quand je vois cet acteur qui vient de décéder d'ailleurs et dont j'ai oublié le nom, qui récite de la philosophie à poil sur un toit, même moi, ça me fout des frissons au cul. Je dis pas le contraire. Mais voilà, mais sincèrement, je reste avec le même avis qu'au début, c'est-à-dire que c'est un bon film de SF, j'aurais toujours plaisir à le revoir une fois de temps en temps, mais j'ai pas cette claque magistrale qui me fait... C'est pas du point de vue intellectuel, en fait, que le film me touche. Voilà, en gros. Si tu veux rebondir, Antonin, vas-y, c'est ton moment, c'est pour toi, tout le monde t'écoute, c'est parti. Non mais, bon, déjà, donc, moi, celui que j'aime, c'est plutôt Blade Runner 2049 en plus. Bon, voilà. Mais j'aime aussi beaucoup le premier. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est comme on en a déjà parlé en plus, c'est qu'il faut le replacer aussi dans son époque et aussi pour moi, Blade Runner, c'est aussi le film qui fait naître un peu le genre du cyberpunk, entre guillemets, ou en tout cas qui lui fait crever l'écran, qui lui donne ses lettres de noblesse, qui vraiment lui donne son essor, et permet à ce genre-là de se développer, de prendre vraiment toute son ampleur dans la critique qu'il peut avoir des évolutions technologiques, de la société dans son ensemble. Après, le film en lui-même, Blade Runner, il est quand même assez grandiose, que ce soit au niveau des décors, tu as des plans quand même qui sont assez magnifiques, par leur gigantisme, par ce qu'ils transmettent justement, parce que ce gigantisme transmet comme message sur à la fois une toute-puissance et en même temps une toute-puissance qui est réduite finalement à certains aspects et au fait que en faisant marque de cette toute-puissance, l'humanité se prive aussi de beaucoup de choses et c'est pas pour rien que le film il est toujours dans la nuit, dans la pluie, la nuit permanente, la pluie permanente, c'est vraiment c'est une pensée, c'est une mise en scène, enfin pas une mise en scène, mais une présentation d'un monde qui est assez radical. Et ça, c'est beau aussi. Et dans son époque, Blade Runner, justement, comme toujours, j'aime bien dire, il faut le remettre dans son époque. C'est une proposition qui est radicale, que ce soit justement par sa mise en scène, que ce soit par le monde qu'il présente, par son scénario, mais aussi par ce qu'il propose à ses acteurs. Je veux dire... Harrison Ford, il est sali entre guillemets dans ce film. C'est plus un boy scout quoi. Donc il y a tout ça qui fait que c'est un film grandiose. Et après, je sais que bon, la musique de Vangelis aussi forcément, effectivement. Mais j'ai aussi envie de dire que comme on en a déjà parlé aussi, j'ai pas d'attachement particulier à Ridley Scott. Et comme je dis, j'ai tendance aussi à penser que le cinéma, c'est un art qui est très collectif et que la politique des auteurs, le fait de mettre en avant toujours le réalisateur, ça a aussi occulté plein d'autres gens qui en fait sont des gens qui sont cruciaux dans les projets de films, que ce soit les directeurs de la photographie, tous les gens qui contribuent à faire des films ce qu'ils sont, et qui sont un petit peu invisibilisés parce que oui, on regarde le nom du réalisateur et puis après on laisse le générique de fin, on s'en va dans les cinémas, des fois on le passe même pas jusqu'à la fin, on arrête le projecteur avant. Et ces gens-là, en fait, ils ont, je pense, une importance pour les projets qui sont beaucoup plus prépondérantes que ce qu'on veut bien leur accorder comme place. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas d'attachement particulier à Ridley Scott. Il se trouve que cette équipe-là a fait ce film-là. Et c'est pas tant Ridley Scott lui-même que l'équipe qui a fait ce film-là qui en est à l'origine pour moi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Si, bien sûr, non, c'est très clair. Et puis même, tu m'as offert une superbe transition déjà. D'une part, bon, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit, et notamment tu as parlé d'Harrison Ford, et c'est vrai que d'une certaine façon, c'était extrêmement brillant de donner à Harrison Ford ce rôle-là, parce que c'est de l'anti-Star Wars pur, et c'est à ce niveau-là, et c'est incroyable de lui donner finalement de façon contemporaine
à Star Wars. C'est-à-dire que voilà, Harrison Ford a pu vraiment avoir un pied dans deux pans deux pans fondamentaux de la SF. Et juste, tu m'as donné une transition, je disais, parfaite, parce que tu disais Blade Runner est constamment dans le noir et constamment sous la pluie. Et justement, j'en viens au troisième film que je voulais vous présenter ce soir, que j'ai vu et découvert en 2020. C'est Dark City, dont j'ai parlé à Quentin au téléphone. On a parlé assez longuement, parce que ça m'a quand même pas mal marqué. Et Quentin, tu pourras bien sûr réagir si ça te dit sur ce film-là. Dark City, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, c'est un film d'anticipation, on va dire, dystopique, SF, d'Alex Proyas, sorti en 98. Alors Alex Proyas, c'est quelqu'un de très particulier, parce que c'est quelqu'un qui, à la fois, peut faire des films assez barrés, comme Dark City ou The Crow. Il peut faire des films beaucoup plus grand public, mais tout à fait acceptables, du style iRobot, que je pense la majorité d'entre nous ont vu quand ils étaient gamins, voilà, parce que je crois qu'il est sorti en 2003, bon, voilà, on était encore gamins. Et en même temps, Alex Proyas, c'est aussi un mec qui des fois peut avoir une imagination tellement débordante qu'elle peut dégueuler littéralement et te sortir des films mais médiocres, mais plus que ça, nanardesques comme Gods of Egypt. Mais ce sont des vrais nanars souvent, parce que même dans ces cas-là, tu te rends compte à quel point il y a derrière un réalisateur qui a une ambition démesurée, qui a un amour du cinéma et qui fait ça pour les images. Et Dark City, je prétends pas connaître la totalité de l'œuvre d'Alex Proyas, mais je pense que Dark City, c'est sûrement au sommet de son œuvre. Et moi, je me suis pris, ouais, franchement, une petite claque avec ce film que j'ai vu récemment, donc avec Estelle. En ce moment, je suis très porté sur les œuvres d'anticipation, dystopique, SF, de ce style-là. Je me suis tapé 1984, Le meilleur des mondes, Running Man, qu'on a écouté en livre audio avec Estelle, qu'on n'a même pas fini d'ailleurs, mais on a commencé, parce qu'il dure longtemps, mais Running Man de Stephen King, qui s'était essayé à la dystopie et qui fonctionne très bien d'ailleurs, honnêtement. Bref, j'étais vraiment dans ce mood-là, je me suis dit, allez, Dark City, c'est pour moi. Et ce film est... Ouais, ça fait du bien, parce que ça nous rappelle qu'au cinéma, il peut y avoir des univers qui sont originaux, pour de vrai. Alors bien sûr qu'on leurs inspirations, mais qui sont... que vous n'allez pas forcément avoir vu ailleurs, en tout cas au cinéma, ou en tout cas qui vont emprunter avec beaucoup d'intelligence leurs références, notamment Dark City en l'occurrence s'inspire beaucoup de Metropolis de Fritz Lang, donc un des grands films fondateurs de la SF de 1927 de mémoire. Et Dark City est mené d'une main de maître par l'acteur principal qui s'appelle Rufus Sewell, et que je connais pas spécialement, j'ai déjà vu sa trogne quelque part, mais ce mec a un regard, il a une présence à l'écran qui est juste folle, et ce film, sincèrement, j'ai du mal à croire qu'il puisse laisser les gens indifférents. Alors peut-être qu'il va avoir un effet de rejet pour certains, parce que c'est un univers un peu barré, un peu barré, très sombre, très poisseux, finalement très poisseux, qui peut un peu faire perdre pied, qui est assez angoissant, mais qui a pour lui d'avoir une réelle originalité, et qui fait partie de ces films-là qui ont leurs pattes, qui m'a beaucoup fait penser notamment à le travail de Marc Caro et de Jean-Pierre Jeunet dans les années notamment 90, avec tout ce qui va être La Cité des Enfants Perdus, avec Delicatessen. Ça rappelle beaucoup, je trouve, cet univers-là mêlé donc à la sauce Metropolis, et d'autant plus que le film vous tient littéralement en haleine, puisque c'est un thriller. Il raconte l'histoire d'un homme qui se réveille en fait dans une chambre, donc ensanglanté, il est dans une baignoire, il n'a aucun souvenir de ni vraiment qui il est, ni pourquoi il est là, ni où il est, ni quoi que ce soit, et il découvre juste un cadavre de femme dans la chambre, et il va essayer de courir après ses souvenirs et après des gens qui le poursuivent. Et l'univers qui va s'ouvrir devant lui et en réalité plutôt se dérober sous ses pieds est beaucoup plus angoissant et inattendu que ce à quoi il pouvait que ce qu'il pouvait imaginer. En gros, voilà comment je résumerais Dark City et l'expérience que j'ai vécue en le regardant, et je vais m'arrêter là pour les films que j'ai découverts
en 2020. Juste pour rebondir sur Dark City, si vous aimez les films bien sombres, bien crado, qui vous plongent dans une atmosphère vraiment ultra prenante, bah c'est vraiment un film fait pour vous, et je reviendrai pas longuement dessus. Corentin l'a très bien décrit. Enfin, il y a vraiment cet aspect un petit peu angoissant, intriguant, qu'il faut découvrir. Si je veux revenir rapidement moi sur des bonnes surprises, alors je vais pas revenir sur les mauvaises, juste pour aborder que cette année, alors j'ai pas eu une aussi forte crise d'urticaire que Corentin en regardant du Terrence Malick. J'en ai pas regardé cette année. Mais j'ai vu par exemple Alien Covenant, que j'ai trouvé vraiment très médiocre, ou Le Retour de Mary Poppins. Voilà, ne regardez pas ce film, ça n'a aucun intérêt, tout comme beaucoup de remakes live de Disney. Par contre, des belles découvertes que j'ai fait cette année que j'avais pas vues, alors dans un genre plus spécifique, j'ai vu 120 battements par minute que j'avais pas vu, j'ai vu La vie d'Adèle, voilà, avec des thématiques assez fortes. Voilà, 2 films que j'ai beaucoup aimés, mais voilà, c'est pas des films que j'ai vus en ressentant une pression comme quoi il fallait que je les voie, c'était plus par curiosité personnelle. Et après, j'ai vu une très bonne comédie romantique que j'avais jamais vue, qui est 500 jours ensemble, que je vous recommande chaudement également. Trop cool, 500 jours ensemble. Ah, c'est génial, vraiment, c'est trop bien. C'est feel good movie, vraiment trop bien. Et puis sinon, dans le genre plus horrifique, donc on en a discuté, Corentin, j'ai vu Dr Sleep, que j'ai trouvé mais vraiment sublime, vraiment excellent. Et puis la découverte de la saga Hellraiser, que je n'avais jamais vue, donc je pense que peut-être ça fera rebondir des personnes dans la salle virtuelle. Attends, avant que ça fasse rebondir des personnes, j'aimerais bien que juste sur Dr Sleep que d'autres personnes s'expriment, parce que moi, alors je sais pas si Antonin l'a vu, mais je crois que du coup si tu ne l'as pas vu, Antonin, tu es la seule personne à pas avoir vu Dr Sleep ici, je pense. Et oui, j'en suis même sûr du coup. Et je voudrais juste, voilà, qu'on laisse juste fasse un petit tour de table juste sur Dr Sleep, parce que c'est un film que j'ai vu sincèrement être traîné dans la boue. Et ça me désole parce que je comprends pas. Enfin là, si, je comprends. La seule raison pour laquelle il est traîné dans la boue, c'est que c'est une suite de Shining et on doit pas y toucher, c'est tout. Mais sincèrement, enfin, je sais pas toi, Clémence, je sais ce que t'en as pensé, mais j'aimerais bien t'entendre sur le sujet. Et si tu te souviens de ce visionnage qu'on a vu ensemble, Dr Sleep. Donc on a vu ce film ensemble au cinéma et je nous revois assis sur le siège, et juste avant que l'écran devienne noir, tu m'as regardé, tu m'as dit Clémence, je ne sais absolument pas ce que je t'emmène voir. Et le film a commencé, je me suis dit, putain, mais ça se trouve, ça va être une bouse horrible, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le film est long, dure 2h40, 2h45, et j'ai vraiment pas ressenti ces deux longueurs. Il prend son temps pour s'installer. Il y a toute une introduction qui est un petit peu longue, mais c'est vraiment un film qui te dit, assieds-toi, tu vas voir, je vais te montrer des choses, assieds-toi confortablement, je vais te raconter une histoire. Et que ce soit l'héroïne, l'actrice est géniale. Enfin, la petite fille noire, moi je l'ai trouvée absolument géniale. La méchante, elle est magistrale. Je me souviens plus, c'est le nom de l'actrice, Michelle Pfeiffer. Non, il me semble pas que ça soit Michelle Pfeiffer par contre. Mais en tout cas, c'est une actrice qui joue dans Mission Impossible 5 et 6. Ah oui, alors non, c'est pas ça. Rebecca Ferguson. C'est ça, j'allais dire c'est un truc Rachel quelque chose, mais j'étais à Michelle Pfeiffer, c'est pas du tout elle. Ouais, mais je les confonds les deux, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai trouvé qu'elle était absolument magistrale et débordante de méchanceté et vraiment c'était une bonne surprise ce film. Et je le vends à tout le monde. Et les gens sont assez étonnés en me disant ah bon, il y a une suite à Shining. Et je leur dis mais oui, regardez-la parce que c'est pas du tout une suite qui fait défaut à Shining, au contraire, c'est une suite qui permet de comprendre Shining. Assez bizarrement, quand on est sorti de ce film, je me souviens Corentin, on en discutait et je disais mais en fait j'ai compris Shining, j'ai compris cette histoire de fantômes, d'hôtels, tout ça, et ça m'a permis de me donner des éléments qui me manquaient à Shining. Alors je peux comprendre qu'il y en ait qui le critiquent parce que du coup on perd le côté mystique qu'il peut y avoir dans Shining.
mais j'ai trouvé que c'était une suite qui était à la hauteur. Estelle, toi, tu as un point de vue là-dessus? Ouais, alors moi déjà j'ai vu. Alors la première fois que j'ai vu Shining, j'étais. Alors attendez, parce qu'il faut que je traduise en français. En quatrième secondaire, j'avais 16 ans. Voilà. Je l'ai vu à l'école et j'ai eu peur. Et la deuxième fois que je l'ai vu, du coup, c'était avec Corentin où on faisait du coup de Shining et puis Doctor Sleep. J'avoue, je me suis endormie devant de Shining. Euh, mais ce qui ne m'a pas du tout empêché de comprendre Doctor Sleep. Mais je dis justement ça, que est-ce que il faut comprendre, est-ce qu'il faut avoir vu The Shining pour voir Doctor Sleep? Je suis même pas sûre de ça, parce qu'il t'explique vraiment tout en fait. Et que The Shining, on t'explique rien, on te montre une histoire qui fait peur, on te montre le père qui commence voilà, à perdre la boule carrément, mais on t'explique pas du tout ce que c'est le Shining, on t'explique pas ce que vit Danny, on t'explique pas tout ça. Enfin, on te dit un mot dessus et puis c'est tout, et puis enfin voilà, c'est bon quoi. Alors que Doctor Sleep t'explique vraiment ce que c'est vraiment un truc. Je trouve que justement le côté mystique dans The Shining est plutôt frustrant qu'autre chose. C'est pas un côté qui qu'est-ce que ça peut être. C'est vraiment il y prête pas du tout attention, Kubrick, et il s'en fout complètement de ce côté-là. Alors que dans Doctor Sleep, évidemment, c'est le point central du film, et les acteurs, comme tu dis, sont vraiment très très bons. La femme est géniale. Moi, j'ai toujours adoré Ewan McGregor. Mon film préféré étant Moulin Rouge. Bah, du coup, ça ne peut que s'expliquer. Mais vraiment, c'était vraiment, les acteurs étaient vraiment super. Et c'est pas, voilà, je pense que avoir vu The Shining avant Doctor Sleep n'est pas forcément nécessaire pour pouvoir regarder Doctor Sleep. Et donc, je le placerai même pas en fait comme Doctor Sleep est une suite, dans le sens oui c'est le même personnage, mais c'est pour moi c'est deux histoires différentes en fait, tellement on te raconte complètement quelque chose d'autre. C'est incroyable ce qu'on te montre, c'est magique, c'est fou. Et voilà, enfin moi je pense que c'est pas juste c'est à la hauteur de Shining, c'est carrément c'est trois, pour moi c'est au-dessus, ça a rien à voir. Je trouve que j'ai pas vu beaucoup de films de Kubrick, d'ailleurs je pense que je n'ai vu que The Shining, je sais pas, mais par exemple comme disait Corentin, quels sont les réalisateurs que vous traînez, que vous devez voir, parce que grand classique, ben moi c'est Kubrick, mais j'ai tellement pas envie de le voir parce que tout ce que j'en entends ou quoi, ça m'a l'air tellement pédant pour moi, genre oh Kubrick mon dieu, 2001 l'Odyssée de l'espace, alors que tout ce que j'entends c'est que c'est chiant à mourir. Bon, The Shining c'est cool, hein, je dis pas, hein, je l'avais déjà vu avant, mais voilà, je pense pas que par rapport à ce sujet-là de The Shining, oui, non, on peut pas comparer ces deux films en fait. Pour moi, Doctor Sleep n'est même pas une suite, c'est carrément un film à part entière qu'on peut voir comme ça, qu'on peut dévorer. Et enfin voilà, voilà. Visuellement, ce film, il y a quand même quelques plans avec des idées absolument géniales. Quentin, tu l'as vu depuis plus récemment que moi, donc peut-être que tu pourrais être plus précis. Mais je me souviens, on part d'un personnage sur Terre et la caméra bouge et on se retrouve sur le toit d'une maison, mais la caméra est à l'envers. Je sais pas si tu vois de quel plan je parle. Oui, il y a des mouvements de caméra où effectivement la caméra tourne à 360, effectivement, oui. Et ce passage, l'idée, j'ai trouvé qu'elle était fabuleuse. Oh tiens, j'avais jamais vu ça au cinéma. Enfin après, j'ai pas une grande culture cinématographique, mais en tout cas, je sais pas, ce plan-là, il m'a vraiment marqué là. Et en parlant, il m'est revenu. Et il y a plein d'idées comme ça de mise en scène dans ce film. Ben, toute la scène où en fait justement Rose, donc c'est le nom de la méchante, quand Rose voilà, se met en tailleur et essaye voilà, on la voit survoler en fait le monde, on voit toute la terre qui prend la moitié de l'écran et elle survole en fait toutes les maisons pour retrouver celle qui a le Shining et retrouver cette jeune fille. Enfin, toute cette séquence et où la fille lui tend un piège dans son esprit, enfin c'est... En termes de réalisation, c'est brillant. Enfin, Quentin, je sais pas ce que toi tu voulais dire à ce sujet. Bah, le truc, c'est tu l'as décrit tout à l'heure, c'est le fait qu'on compare ce film à Shining. Je pense pas qu'on puisse hiérarchiser, dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre.
Peut-être que celui-ci est plus accessible pour les générations actuelles, mais il est vraiment différent de Shining. On n'a pas du tout la même atmosphère, on n'a pas du tout la même histoire qui est racontée. Le sujet, le Shining, reste le dénominateur commun, mais on est vraiment totalement sur deux films complètement différents, donc je pense pas qu'on puisse les comparer. Mais peut-être que ça peut être une bonne entrée en matière de se dire allez, je vais regarder ce film, si ça me plaît, peut-être que je vais aller me renseigner, voir du coup d'où ça vient, c'est la suite de quel film, et peut-être me donner envie de voir Shining, qui peut être potentiellement inaccessible pour les personnes qui sont nées au 21e siècle, on va dire ça comme ça, parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé le film Shining, mais j'avoue qu'au premier visionnage, j'ai pas trop compris ce que je regardais. J'ai trouvé ça très intriguant. Estelle, tu disais, on t'explique pas ce qu'est le Shining. C'est pas tant ça qui est dérangeant. Pour moi, si on te l'explique pas, c'est aussi pour te laisser cette part d'inexplicable, justement. On est sur du fantastique. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des réponses très concrètes, très précises sur ce qu'on nous montre à l'écran. Alors que pour le coup, Dr. Sleep va vraiment t'expliquer très, très, avec beaucoup de précision sur comment ça fonctionne. Alors peut-être que ça t'aide à rentrer dans le film, en soi le film est génial, hein, mais pour moi c'est pas ça qui fait que le film va être cool au niveau des explications, au niveau de la compréhension du film. Ça va être plus... comment dire, le film, encore une fois, je pense pas qu'on puisse les comparer. Pourquoi Dr. Sleep c'est cool, c'est cette ambiance, Clémence, tu parlais de cette mise en scène qui est super cool. Le film est long aussi, je crois qu'il dure presque 3 heures, je sais plus exactement. À aucun moment tu t'ennuies, tu ressens vraiment une tension qui est pas la même que tu ressens dans Shining. On est plus sur un huis clos. Du coup complètement rien à voir. Là j'ai presque l'impression que c'est plus un film de SF, Dr. Sleep, plus un film de SF horrifique. Donc voilà, j'ai pas vraiment de comparaison à faire, si ce n'est que j'ai passé un excellent moment et que c'est, pour le coup, c'est un film qui fait beaucoup parler. Et peut-être effectivement ce qui fait qu'il n'a pas été aussi adulé à sa sortie, c'est le fait que voilà, c'est une suite directe de Shining, et du coup il souffre de l'aura de ce film qui est considéré comme un chef-d'œuvre il y a des décennies. Je pense que j'ai fait le tour, et sinon une belle découverte, je vois que le temps file, une belle découverte de cette année aussi, c'est La colline aux coquelicots, un film du studio Ghibli, du fils de Miyazaki, Goro Miyazaki, que je n'avais jamais vu, que j'ai vu cette année et que j'ai trouvé vraiment super cool. Voilà, une histoire très, très simple, voilà, une histoire de vie, avec des étudiants qui se battent pour ne pas qu'un local tombe en désuétude et pouvoir le garder. Voilà, une histoire très 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 simple, mais qui est très très bien réalisée. Je crois que Miyazaki père a été très dur avec son fils sur ce film, alors que vraiment je pense que c'est un très très bon film qui a rien à voir avec les autres productions du studio, mais qui se laisse regarder très bien. C'est une histoire de zadiste, on peut le dire. On peut faire un parallèle avec Notre-Dame-des-Landes, oui. Bon, mais du coup, je remercie Quentin de s'être plié à la règle de ne parler que 1 ou 2 films. Merci Quentin pour ça. Non, mais merci beaucoup. Antonin, on t'a pas entendu depuis un petit moment. Tu veux rebondir peut-être sur ce qu'a dit Quentin et éventuellement nous présenter quelques films que tu as vus en 2020 et qui t'ont marqué? J'en ai pas vu énormément, mais je voudrais peut-être faire juste un retour sur un film qui est pas sorti en 2020, mais que j'ai vu en 2020. Choisir un film pour Halloween, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut quelque chose qui plaise à tout le monde, et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la vue du sang, à la vue au jumpscare, à tout un tas de choses. Donc c'est toujours un peu compliqué de choisir un film d'Halloween qui peut correspondre à tout le monde. Et donc j'en ai trouvé un cette année, voilà, qui
qui passait plutôt bien parce qu'il a un côté un peu comique et qui est assez surprenant. C'est un film qu'on avait vu ensemble un petit peu, Corentin, qui s'appelle Babysitter et que j'ai regardé cette année, donc il est sur Netflix, je crois. Et donc qu'on a regardé cette année pour Halloween avec Madame. C'est vraiment pas mal parce que c'est à la fois drôle, à la fois ça reste dans le thème d'Halloween. Et puis il est assez surprenant, il est un peu désinvolte. J'ai bien aimé ce film. Bon, c'est pas du grand cinéma, mais franchement, c'est assez surprenant pour une petite production comme ça. Parce que effectivement, moi je me rappelle le regarder, Babysitter, et ça faisait partie de ces films, tu vois, où un peu comme, tu sais, merde, le film que j'avais mis dans mon top il y a 2 ans, le film débile de Le Netflix. paquet. Ouais, le paquet, merci. Et en fait, c'est ces films-là qui te font dire, ok, Netflix, ils font pas forcément des très bons films, mais ils osent aller loin sur des concepts, et ça c'est assez cool. Oui, exactement. Alors oui, bon, c'est une histoire alors tout simplement un enfant qui va se faire garder par une babysitter et puis qui découvre vite que sa babysitter est pas aussi angélique que ce qu'il pouvait croire et qu'elle a des projets un peu sataniques, quoi. Et le film est très marrant, il a des moments complètement nawak, complètement par-dessus la jambe, et en même temps il fait dire des choses aux gamins qui sont complètement pas de son âge. Enfin, il y a un côté très décomplexé dans ce film, on va dire. Bah, tu peux continuer si t'as d'autres. C'était le seul que tu voulais présenter pour l'année? Oui, parce qu'après, voilà, j'ai vu deux, trois autres choses, mais c'est vrai que c'est celui-là dont je voulais parler, parce que voilà, bon, vraiment, si jamais vous galérez à trouver quelque chose pour Halloween prochain, bah voilà. Alors, il me semble qu'il y a le 2 qui est sorti cette année, de Babysitter, et que j'ai toujours pas vu, donc je sais pas s'ils ont réitéré l'exploit, entre guillemets. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose pour Halloween qui soit pas trop intelligent, pas trop gore, tout en étant dans le thème, voilà, ça peut être une bonne idée. Et il est sur Netflix en Clémence, plus. pardon. Excuse-moi Antonin, je t'ai coupé. Je voulais dire Clémence, tu veux nous présenter tes découvertes de l'année 2020, même si j'ai un petit pressentiment sur le film ou un des films en tout cas que tu vas présenter. Oui, parce que je t'en ai déjà parlé. Bah écoute, on va rester dans le registre de l'horreur. Et je me rends compte en fait en faisant la liste des films que j'ai vraiment appréciés dans cette année 2020, que j'en ai beaucoup. Je suis allée à bonne école, n'est-ce pas? Exactement. Non, en fait, je me rends compte que c'est un genre cinématographique qui me plaît en fait. Et donc, je voulais parler du film The Descent du réalisateur Neil Marshall. Alors, je n'ai aucune idée des autres films qu'il a réalisés. Ce film, on l'a regardé le soir d'Halloween. Et, comment dire, vous m'avez déjà vu devant un film d'horreur. J'étais au bout de ma vie. Vraiment, c'était... j'ai vraiment eu la trouille. À partir du moment où le film démarre, il met un peu de temps à démarrer. Je dirais la première demi-heure, voilà. Mais à partir du moment où ça démarre, mais j'ai jamais eu autant la trouille de ma vie. Et ce qui est assez fou dans ce film, il arrive à combiner plein de peurs différentes. À la fois la claustrophobie, à la fois la peur du noir, le gore aussi, le dégoûtant. Enfin voilà, je me rends compte que j'ai pas expliqué en 2 mots le synopsis. C'est l'histoire de... Excuse-moi Clémence, Oui. je suis vraiment navré de te couper, c'est juste qu'au moment où tu as parlé du film, il me semble, en tout cas dans mon casque, ça a coupé, donc je sais pas si tout le monde a entendu le film. Elle parle de The Descent, un film qui parle en gros de spéléologie, si je puis... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un groupe de filles, 6 ou 7 filles, qui décident de partir en expédition dans une grotte, des filles sportives, tout ça, et qui partent en expédition dans une grotte, et en fait elles se font enfermer dans la grotte. Et donc c'est un peu, tu vois, je crois que c'est Alien, personne ne nous entendra dans l'espace. Bah là c'est un peu, personne ne nous entendra sous terre. Et vraiment ce film a réveillé en moi, et je pense que ça sera le cas chez beaucoup de gens, plein de peurs un peu différentes. Tu vois que ça peut aller du dégoût à la claustrophobie, à la peur du noir, et enfin j'ai trouvé ce film
magistral. Et vraiment, Corentin, il faut que tu le regardes. Les autres aussi, il faut que vous le regardiez parce que j'ai adoré. Bon, faut pas trop que je vous le survende parce que si jamais il vous plaît pas, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Ensuite, dans les films que j'ai vus, tac, alors il faut que je fasse une sélection. J'ai revu un gros classique, un gros mastodonte. J'ai revu Titanic de James Cameron. Je t'en ai parlé rapidement, Corentin, et je l'ai revu avec beaucoup d'a priori. C'est-à-dire, je l'ai mis en. J'avais envie de le revoir, mais j'avais vraiment ce souvenir d'un film un peu fleur bleue avec une histoire d'amour, tout ça. Et en le revoyant, je me suis dit que finalement, c'était plus un film sur de l'émancipation. Avec cette histoire de Rose qui veut échapper à son mariage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas l'avoir revu en 2020, mais peut-être en 2019 que je l'ai revu, je ne sais plus. Mais c'est pareil que toi, en le revoyant, je pensais aussi la même chose. Histoire de cœur et tout. Et puis finalement, quand on voit comment Rose se comporte vis-à-vis du fait qu'elles doivent marier ce connard, enfin voilà, et etc. La façon dont voilà, elle se comporte par rapport à la société, et même le personnage que joue Kathy Bates, c'est pareil, c'est une histoire d'émancipation de femmes, on ne se comporte pas comme on le veut, et je trouvais aussi que c'était totalement nouveau de le voir sous cet angle en fait. Adulte aussi, hein, parce que les premières fois que je les avais vus, j'étais gamine, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin voilà, vraiment une belle surprise, et une belle surprise aussi sur la deuxième partie du film, sur le bateau qui coule. Ce film a quand même une vingtaine d'années, il est de 2001 ou 2002, et vraiment, il a pas du tout vieilli. Enfin, genre on y croit à fond à ce bateau qui est en train de couler petit à petit, et beaucoup d'images réelles, de maquettes, je suppose, et j'ai trouvé qu'il n'avait pas pris une seule ride. Donc une très bonne surprise d'un gros classique que je voulais revoir. Et je vais terminer par un dernier film. Alors peut-être que je vais me faire tomber dessus par Antonin, du coup. The Revenant. Je voulais parler de ce film d'Iñárritu. Donc je l'avais raté quand il est sorti en 2016, j'étais passée à côté. Et là je l'ai mis, j'avais peur d'un film très psychologique, un peu à la Terrence Malick. Et j'aime pas du tout Terrence Malick, donc je te rejoins là-dessus, Corentin. Et en merci fait, beaucoup Clémence, merci. En fait, bonne surprise. J'aime beaucoup le cinéma d'Iñárritu. Généralement ces films, j'accroche. Et là, vraiment, The Revenant, j'étais à fond dedans. J'ai trouvé qu'il était très très beau, qu'il y avait des plans qui m'ont plu. Et puis alors, il y avait peut-être le fait aussi que je revenais de la montagne, donc j'étais aussi dans un état d'esprit où je pouvais vraiment me projeter dans le film. Mais ça a été vraiment une surprise. Je m'attendais pas à aimer autant ce film. Je m'attendais à un film un peu bateau sur de la vengeance. Bon, c'est un peu ça en même temps, mais voilà. Je sais pas si je vais me faire tomber dessus en disant que j'ai aimé ce film ou pas. Moi, j'ai pas aimé non plus ce film, The Revenant. Il m'a ennuyé, et j'ai toujours dit qu'un acteur, c'est quelqu'un qui te fait croire qu'il fait moins 10 degrés quand il fait 40 degrés dans la pièce. Et là, je trouve que c'est pas une performance d'acteur qu'il a fait, mais c'est un peu comment il s'appelle encore ce type qui allait en aventure et qui te montrait comment survivre. C'est un peu cette Bill Grylls. Bear Grylls. Voilà, Bear Grylls. Je trouve que c'est une performance plutôt de ça qu'il a fait, DiCaprio, que de performance d'acteur, et je suis un peu dégoûtée qu'il ait eu l'Oscar pour ce film. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il ait eu un Oscar pour ou le Loup de Wall Street ou pour autre chose, mais celui-là, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Après, si je me souviens bien, il me semble que toute la campagne qu'il y avait eu, c'était Give That Man an Oscar. Il me semble que c'était aussi pour un accomplissement de sa carrière en tant qu'acteur. Voilà. Après, moi, dans ce film, c'est pas forcément DiCaprio qui m'a marqué, c'est vraiment la mise en scène et puis le travail au niveau de la lumière. Et après, je sais que le tournage a été absolument horrible pour les acteurs et pour toute l'équipe technique. Mais voilà, un peu comme un peu comme 1917, ce côté c'est beau, tu t'en prends plein la rétine et t'es dedans quoi, avec lui, du début à la fin.
et je me suis pas ennuyée, alors que ça raconte pas grand-chose. La grosse question, hein, c'est que s'est-il passé avec cet ours? Cette scène est quand même dérangeante par ses côtés clairement érotisants, hein, C'est un gentil de ce qui se passe galopin. avec cette... Copain, Voilà, câlin, avec cet câlin, ours. copain, petit ours brun. Non, voilà. Non, Non, mais mais la scène de l'ours, elle est incroyable. Moi, j'étais sur mon canapé, j'avais les jambes repliées contre moi, et tu sais, je plissais des yeux en me disant aïe, aïe, j'avais mal pour lui, quoi. Ouais, non, je confirme que c'est insupportable de regarder un film avec Clémence. Enfin, je le dis à ceux qui n'ont pas compris. Antonin, tu disais, t'avais fini ce que tu disais sur l'ours. non, oui, bon, j'ai pas, j'ai bien aimé après moi The Revenant. Je passe un bon moment devant. Ça m'avait étonné surtout ce qui m'avait marqué, c'est comment il s'appelle cet acteur qui joue le commandant dans Star Wars, dans les nouveaux Star Wars là, et à qui on donne enfin un rôle où il peut s'exprimer un peu, quoi, j'ai envie de dire, parce que le rôle qu'il a dans Star Wars ne lui fait pas vraiment honneur, on va pas se mentir. Il joue vraiment un imbécile de bas étage, alors que là, il a un peu plus d'ampleur pour déployer son talent d'acteur, quand même. Ça m'avait marqué, je me suis dit, bah, c'est bien, il va s'en sortir, quoi. J'ai eu peur qu'il reste bloqué dans un rôle comme ça et qu'il puisse pas en sortir, et ça m'avait fait peur pour lui. J'étais content de le voir, du coup. The Revenant que j'étais allé voir 2 fois en salle. Je me rappelle comme quoi, voilà, non, moi, Iñárritu perso, je souscris totalement, et notamment j'avais vu Birdman en salle, on l'a vu ensemble, Clémence, je me souviens. Et à partir de là, c'est là où j'ai été scotché par son cinéma à lui, et quand The Revenant est sorti, j'étais vraiment dans les premiers en salle, et j'avais été peut-être je me l'étais survendu à moi-même, et du coup j'ai encore plus aimé que ce que j'aurais dû, mais sincèrement ça fait partie des films que j'aime beaucoup, et qui est d'autant plus intéressant à analyser, comme je disais tout à l'heure, si on le met en regard avec Le Nouveau Monde, parce que vraiment, ils ont une réalisation qui est très proche, avec enfin, il y a une façon très viscérale et très vraie de filmer la nature, les décors, etc. Mais comme quoi, en racontant la même chose et en ayant des scénarios qui tiennent sur un post-it, tu peux vraiment faire un film qui te tient aux tripes, ou au pire t'ennuie un peu, et de l'autre côté tu peux faire une sombre merde prétentieuse et qu'on vend pour un des meilleurs films des années 2010. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, Clémence, vas-y, je te laisse reprendre le déroulé des films que tu voulais présenter. Non, mais je voulais principalement revenir sur ces 3 films. Bon, j'en aurais beaucoup d'autres, mais pas le temps. Après, je voulais juste faire une conclusion, et puis bon, faut bien remuer le couteau dans la plaie. Moi, j'ai revu également Blade Runner. Je me suis profondément ennuyée. Non, mais voilà, je vais quitter la pièce, hein. Ça commence. Mais non, mais vraiment, en fait, là, Non, je te jure, Antonin, c'était pas prévu. C'est pas un guet-apens. Je te jure qu'on en a pas parlé avec Clémence. J'ai été piégé. quand tu l'as dit, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que moi aussi, je l'ai revu cette année. Parce que pareil, classique, je crois que Jo l'avait pas vu, on a dit, bon, allez, on va le regarder. Et vraiment, à la fin, on s'est regardé, on a dit, mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier dans ce film? Enfin, C'est pas ce que tu m'avais dit quand on a été le voir ensemble, Clémence, non? Tu te souviens de toi? ouais. C'est On avait Oui, en vu plus, sur un sujet c'est culte. C'est Oui, en inacceptable. plus, on l'avait vu ensemble au cinéma. Et alors, pour le coup, moi, j'ai beaucoup plus apprécié, enfin, j'ai un très bon souvenir de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises, et d'ailleurs, j'attends beaucoup son prochain film. Et en fait, pas longtemps après, j'ai revu aussi Alien, qui est donc du même réalisateur, et en plus, pas si loin que ça en termes de sortie. Il me semble que c'est fin 70, début 80, les deux. Oui, c'est ça. 82 pour Blade Runner et 79 pour Alien, si je dis pas de bêtises. Et alors, autant j'ai trouvé que Blade Runner a vieilli, mais qu'est-ce qu'il a mal vieilli, ce film. Alors, ok, il faut le regarder dans le contexte dans lequel il est sorti, parce que c'est une révolution, tout ça, mais qu'est-ce qu'il a vieilli. T'es vraiment en train de trigger Antonin. Mais non, mais à côté de ça, Alien, mais qu'est-ce que ce film est bon. Il a pas vieilli, j'y crois à 200%, et vraiment, j'ai adoré revoir ce film, quoi. Non, il y aura des mesures qui seront prises. C'est inacceptable. C'est honteux. Je peux entendre jusqu'ici, en fait, Antonin qui se dit, mais
Mais Blade Runner a ses gens, mais c'est donner de la confiture au cochon. Non, je sais même pas quoi dire tellement c'est honteux. Que veux-tu nous ne sommes pas à ton niveau, Antonin. On cherche hein, tous les jours, on essaye, on gravit, hein, on essaie de combler l'écart qui nous sépare de toi, l'être de lumière, mais nous sommes hélas bien loin. Mais comme tu dis, d'ailleurs je ne dirais pas que c'est de la confiture au cochon, je dirais que c'est de la confiture au Wulgum Pecus, hein, vraiment, voilà. Bon, au manant. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Bon. Merci Roi Lot. Et vas-y Estelle, si tu as des films à nous présenter qui t'ont marqué sur cette année 2020, ben, on te laisse la parole tout de suite. Alors moi j'ai un peu divisé les films en trois catégories. Donc j'en ai un que j'ai vu sur Netflix, un film d'horreur qui s'appelle Sans un bruit de John Krasinski avec Emily Blunt. Et je sais que ce film n'a pas eu des critiques élogieuses, mais franchement moi ça m'a beaucoup plu. C'est aussi un film d'horreur, le premier film d'horreur du coup que je me suis dit de regarder par moi-même, vu que j'étais pas avec Corentin. Je me suis dit tiens, je vais me regarder un film d'horreur, ça peut être sympa. Et franchement c'était assez cool. D'ailleurs, l'attente 2021, il y a le Sans un bruit 2 qui est avec Cillian Murphy, donc je saute d'impatience pour ce film. Et je vais faire plaisir à Quentin parce que j'ai rattrapé certains Miyazaki que j'avais jamais vus. Donc j'avais jamais vu de Miyazaki. J'ai vu Porco Rosso, Voyage de Chihiro et Totoro. Alors, j'ai vu Porco Rosso en français parce que je savais que c'était Jean Reno qui faisait la voix. Et Jean-Luc Reichmann. Oui, c'est vrai, putain, c'est vrai que cette espèce d'anomalie. On n'en parle pas assez de Jean-Luc Reichmann. Mais alors qu'il est très bon en plus dans ce film-là. Mais oui. Ah oui, tu as raison, merci de le signaler. Ben écoute, je mettrai à ce moment-là une image de Jean-Luc Reichmann. Ça va peut-être faire un peu de tâche sur la vidéo, non ? Quentin. Si, c'est pas celui qui présente les 12 coups de midi ou je sais pas quoi là. Si, c'est ça. Alors, je sais pas ce qui est le plus triste entre Estelle qui connaît les coups de midi ou toi qui dis que ça va faire tâche. Quentin, Non, mais en plus, avant, c'était attention à la marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, au cinéma ? Parce que ça me rend triste. Non, mais on parle pas assez du petit écran sur cette chaîne. Vas-y, Estelle. Du coup, j'ai regardé Porco Rosso en français et les deux autres en VO. Et par contre, je suis désolée, Totoro j'ai beaucoup aimé, mais les petites filles sont insupportables. Elles gueulent tout le temps. Mais j'ai cru que j'avais les oreilles qui saignaient à la fin. Mais c'est vraiment en permanence. Mais Estelle, est-ce que tu criais pas et tu rigolais pas en courant le cul dans l'herbe quand t'étais gamine ? On a aussi couru dans les hautes herbes pour se torcher le cul, mais enfin bon, c'est pas pour autant qu'on est obligé de regarder ça dans un film. Non, c'était chouette, mais c'était juste... je trouve qu'à un moment donné, c'était trop, quoi. Le film était cool, mais voilà. J'ai préféré le voyage de Chihiro et après j'en ai encore plein à rattraper du coup, Princesse Mononoke et aussi Ponyo, mais je sais pas si Ponyo c'est Ghibli aussi. Si, c'est Miyazaki aussi. Je dois encore voir, mais en tout cas je me suis dit voilà, j'ai déjà rattrapé 3 Miyazaki et donc c'était vraiment sympa. Je crois que mon préféré ça reste quand même Porco Rosso. Donc voilà. Et puis du coup, je suis une grande fan de films catastrophes. J'adore ça. Franchement, c'est vraiment un des genres que je préfère le plus. Et du coup, cette année, j'ai découvert Twister, qui était vraiment vraiment cool, donc un grand classique. Et j'ai découvert aussi Le Pic de Dante, grâce à Corentin, merci. Avec du coup Pierce Brosnan dedans et c'était aussi super chouette. Donc vraiment et pas des films vraiment de catastrophes à l'ancienne du coup hein, vu que c'est je pense que Twister est peut-être plus vieux que le Pic de Dante, mais je crois que c'est tous les deux les années 90 si je me trompe pas. Alors Estelle, pour le Pic de Dante, je peux pas te laisser dire ça. Mais moi je voulais dire le Pic de Dante, mais c'est Corentin qui dit le Pic de Dante. Non mais je peux pas te laisser dire que c'est super. Ah, moi j'ai bien aimé, enfin bref. Mais j'ai vraiment l'impression que tout ce débat, j'ai aimé plein de films que personne n'a aimé. Et quand Antonin a dit oui, Enola Holmes c'est chouette pour les enfants, mais je me suis sentie mais, vraiment
gentiment, tu vois, un peu rabaissé parce qu'après vous avez dit oui, nous sommes des intellectuels, machin et tout, et moi j'étais là, et moi je suis l'enfant qui regarde des films pour enfants. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens bien qui ont de mauvais goût. Regarde Antonin, il est le seul à aimer Blade Runner. Non, Mais ça suffit. En plus que j'ai regardé Blade Runner. Mais j'ai le droit. Mais j'ai le droit. Chut, et commence à parler poliment, Antonin. Si ça peut te rassurer, je l'ai pas fait parce que sinon on aurait pu faire une vidéo de 3 heures là-dessus. Mais mon année 2020 a été aussi grandement marquée par beaucoup de Disney. Oui, mais moi c'est même pas ça, c'est que Enola Holmes pour moi n'est pas un film pour enfants dans le sens où j'ai vraiment beaucoup apprécié de le voir et c'est Antonin qui l'a décrit comme ça du coup. En disant oui, c'est chouette pour enfants, tu vois. Et j'étais là, great, je me sens mais super bien. Mais après oui, évidemment que je ressens pas de honte dans les films que je regarde. Je pense qu'être cinéphile, c'est aussi dans le sens regarder tout genre de films et pas regarder que les genres de films que Télérama, hein, on va dire, dit de regarder. Moi, je regarde aussi voilà, les chick lit, les chick flicks de Netflix. Je regarde des films d'horreur, comme je regarde des films de catastrophes. Et il y en a que je vais aimer, et il y en a que je vais moins aimer, comme tout le monde. Et beaucoup de porno, il faut le dire. Non. Corentin, ça suffit. Maintenant. Ça, c'est toi, Corentin, tu te trompes. Pardon ? Ça suffit, Corentin. À chaque débat, tu reviens toujours sur la question du porno. Je pense que il y a un problème. Tu dois arrêter d'en parler. C'est-à-dire que depuis que je t'ai vu, Quentin, épinglé sur une vidéo de Pornhub, ça m'a un petit peu troublé. Enfin, je t'ai vu. J'ai pas vu ton visage, mais je t'ai reconnu quand même. Donc ça m'a troublé depuis ce jour-là. Non mais on arrondit les fins de mois comme on peut. Hein. Moi j'ai 2 bouches à nourrir maintenant. Elles étaient bien arrondies les fins de mois, tu peux me croire. Enfin voilà, du coup c'était mes films de 2020. Évidemment aussi j'en ai vu, comme entendu avec les autres, j'ai vu Dr. Sleep et j'ai revu Titanic aussi. Après j'en ai vu des milliers, mais c'est vrai que j'ai regardé aussi beaucoup de séries et je vais juste en citer une qui moi m'a beaucoup plu. Vraiment juste pour parler un peu d'autre chose que de films, c'est et ça Antonin ça va te plaire, ne t'inquiète pas, c'est The Witcher. Et je n'ai jamais lu le livre, je n'ai jamais joué à ces jeux vidéo, mais franchement je suis rentrée dans cet univers mais super facilement et c'était vraiment cool, la musique est cool, les jeux d'acteurs est cool et j'ai vraiment bien aimé cette petite série dont j'attends la saison 2, j'espère, un jour. Ou saison 3, je ne sais plus s'il y a 2 saisons ou une saison, mais en tout cas, vraiment, c'était vraiment une super chouette série à regarder. Eh bien, écoutez, nous nous approchons de la fin de ce débat qui aura duré déjà plus de 3 heures. Nous sommes déjà à 3h15 d'enregistrement, ce qui est une bonne moyenne, honnêtement, dans ce qu'on est capable de faire, d'autant que si on est plus que 3. Parmi les choses que je vous avais demandé pour la préparation de ce débat, il y avait de m'indiquer la liste de vos attentes. Alors il y a beaucoup de choses, voilà, je sais, par exemple comme ça je dis à la volée, Quentin, tu m'avais parlé de West Side Story, le film qu'on attend de Spielberg, on l'avait déjà attendu l'année dernière, donc on va peut-être pas revenir dessus, comme Last Night in Soho. Bonjour, bonsoir, c'est le monteur de l'émission, je vais vous inviter à cliquer sur la 3e et dernière partie de ce débat, si bien sûr elle est sortie. Non, parce qu'on me presse, on me stresse là pour que je sorte ces parties le plus vite possible, mais j'ai un travail, vous savez, en dehors de YouTube, j'ai un travail sérieux, un vrai travail, c'est-à-dire rémunéré, parce que seuls les vrais travaux sont rémunérés. Les vrais travaux, travaux